Avec Isabelle Coupé-Soubeyran, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, et qui a publié Le pouvoir de la monnaie, transformant la monnaie pour transformer la société, aux éditions Les Liens qui libèrent. On peut vous lire dans Le Monde tous les mois ou tous les... À peu près tous les mois. Et d'ailleurs, vous avez écrit récemment sur le fameux fléchage de l'épargne. Puis vous évoquiez donc cet événement qui se tient au Washington Plaza demain matin, qui est un événement consacré aux grands enjeux de stabilité financière de demain. Je le dis de manière très générique. Quelle finance pour l'autonomie stratégique ? Quelle finance pour l'autonomie stratégique ? Et puis vous publiez donc, c'est à la rentrée, c'est ça hein Bon, j'ai... L'argent expliqué à ma mère et à son banquier. Et à son banquier. C'est important d'expliquer la monnaie au banquier. On a commencé en rappelant comment on crée la monnaie, comment le phénomène de création monétaire se pratiquait de manière absolument indiscutable. Hein. On est complètement d'accord. Pourtant souvent oublié. Mais voilà. Les objectifs verts, climat, alors c'est un peu fin du monde, fin du mois, toujours le même truc. Est-ce qu'on doit choisir entre le climat et la compétitivité, Christian Parizeau ? Est-ce que le président français... Alors, il est vraiment en croisade sur ce sujet. Est-ce qu'il a raison de dire que dans certains domaines, pas tous, on est peut-être allé trop loin, trop vite ? Enfin, je sais pas, je vous donne des exemples, parce que moi, j'ai pas vraiment de religion là-dessus. Mais la CSRD sur le reporting extra-financier, est-ce que c'est un extraordinaire progrès pour les réductions de gaz à effet de serre ? Pas évident. La CS3D, là, pour le devoir de vigilance, pareil, même sujet. Est-ce que le DPE a été bien fichu ? Est-ce que ma prime rénov ne mérite pas d'être révisée pour éviter d'être un aspirateur à fraude ? Enfin, je sais pas. Alors, je veux pas prendre le sujet dans son entièreté parce que je pense qu'on fausse la lecture. Comment vous regardez cette histoire ? Oui, alors après, on est tous d'accord qu'il faut lutter contre le climat, mais je pense que c'est les outils qui sont très mal adaptés. Contre le dérèglement climatique. Voilà. Oui, on ne lutte pas contre le climat, oui, d'accord. Oui, on ne lutte pas, oui. Contre le réchauffement climatique. Et pas que contre le dérèglement écologique. Voilà. Il faut voir un peu l'ensemble de choses, mais je pense qu'on oublie aussi le coût. Le coût que ça a, des conséquences, le coût de l'inaction, qui est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Alors, je ne dis pas qu'on fait que des choses bien sur l'aspect, mais juste pour vous donner une idée, c'est un peu là-dessus que j'ai travaillé ce week-end, c'est le coût d'une canicule. Qu'est-ce que ça coûte finalement à l'économie européenne ? Alors, c'est très compliqué, parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas pu prendre en compte, par exemple la perte de productivité. Avec la canicule, on travaille moins bien, on a des pertes de productivité. Alors, j'ai vu quelques estimations qui estimaient ça à une perte autour de 10% de la productivité, mais c'est ponctuel, parce qu'après, il y a un rebond naturellement après la canicule. Donc ça, j'ai mis ça de côté. Je mets aussi de côté le coût humain, parce que ça a des coûts sur les vies humaines, on le sait, c'est un coût pour la santé, c'est un coût pour les vies. Mais par contre, j'ai regardé un peu plus sectoriellement, ça quand même, beaucoup de secteurs sont touchés. Les principaux secteurs, ça reste le tourisme, qui est le plus affecté par la canicule, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un élément qui pèse énormément sur le chiffre d'affaires du secteur du tourisme. Ça a un coût sur le secteur des transports et les chaînes d'approvisionnement, parce que ça ralentit les chaînes d'approvisionnement. Alors, on pense tout de suite à tout ce qui est transport fluvial, naturellement. Je vous rappelle que l'Allemagne a eu des gros problèmes parce que le Rhin était trop bas, mais ça a des conséquences très importantes dans les chaînes d'approvisionnement qu'on sous-estime. Ça a aussi des conséquences pour les routiers, pour plein de choses. Donc, ça a des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, ça a un vrai coût. Et ça a des coûts sur la production d'électricité, puisque ça augmente le risque de panne électrique. Ça ralentit le fonctionnement des centrales nucléaires qui, il ne faut pas l'oublier, se refroidissent grâce à l'eau. Donc, je vous dis juste pour vous donner un peu un ensemble de panels. Et in fine, quand on cumule tout ça, aujourd'hui, un passage de canicule, ça coûte pour l'économie européenne entre 0,3 et 0,5 points de PIB. Juste pour vous donner l'impact de la canicule. Alors après, il y a toujours un petit rebond derrière, mais voilà un petit peu le coût que ça a. Juste pour vous donner... Avant, il y a à peu près 10 ans, si on faisait le même calcul, ça avait un impact de 0,2 points de PIB. Donc ça vous montre que dans le temps, ça devient de plus en plus coûteux et que ça a un impact de plus en plus fort. Donc ça, c'est quand même bien de l'avoir en tête, parce que quand on nous parle de dépenses qu'on fait pour éviter ce réchauffement et tout ça, il faut voir aussi, si on ne le fait pas, quel est le coût. Et déjà aujourd'hui, on voit que c'est un coût très important. J'allais oublier, il y a un secteur aussi qui est très, très affecté, c'est le secteur des assurances, qui est aussi, fait partie aussi du secteur qui est le plus imposé. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer. Je trouve qu'on devrait communiquer aussi beaucoup sur le fait que d'un côté, c'est un coût peut-être pour faire la rénovation énergétique, c'est un coût, voilà, mais si on ne fait rien, quel est le coût ? Et ça serait bien aussi que dans les rapports, on mette les deux choses ensemble. Le coût de l'inaction. Bah oui, parce qu'on peut se poser la question. On peut se poser la question, au-delà de l'aspect canicule qui est désagréable, est-ce que finalement, c'est un vrai coût économique ? Et là, je trouve que, alors c'est qu'une ébauche que j'ai fait, mais je pense qu'il faudrait, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, mais c'est juste pour vous dire,
faut vraiment avoir ça en tête et ça a des conséquences sectorielles. Isabelle Goubet-Sévéran, je ne sais pas comment vous voulez aborder ce sujet. Moi, je trouve qu'il ne faut pas l'aborder de manière générale. Il faut l'aborder, je pense, c'est un peu plus casse-bonbon, j'admets, mais regardez chaque élément de transition écologique en fonction des secteurs qui sont concernés, de l'agenda qu'on a prévu, du calendrier. Mais je pense que la réponse qui permet d'arriver à quelque chose, c'est... allez-y, je vous laisse. Si vous voulez, mais je vais quand même rappeler juste une petite généralité. Et je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. Et le coût de l'inaction, c'est pas simplement un coût économique, c'est un coût humain. Pardon pour la généralité, mais l'enjeu, c'est le maintien de la vie humaine sur Terre. C'est juste ça, l'enjeu. Alors oui, c'est un peu général, pardon, mais je pense que c'est pas mal de le rappeler. Et je voudrais également réagir à ce qui était dit tout à l'heure, l'absence de colonne vertébrale. Il y avait quand même un petit début de colonne vertébrale, justement, en Europe, à la Commission européenne, lors du premier mandat d'Ursula von der Leyen. Ce début de colonne vertébrale, c'était le fameux Green Deal, le pacte vert. C'est autour de ça qu'elle avait réussi à former une sorte de consensus politique. C'est précisément ça qui est en train d'être détricoté aujourd'hui. Oui. Donc, le peu de colonne vertébrale qu'on avait pour piloter la transition, qui n'avançait pas très vite, effectivement, parce que les fameuses émissions de gaz à effet de serre ne réduisent pas suffisamment fort pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais là, on se donne encore moins les moyens d'y arriver. Et je vous rejoins sur la nécessité de trouver comment investir. On est bien d'accord là-dessus. Il faut trouver les moyens d'investir. Et pour ça, on a besoin d'articuler des solutions budgétaires, des solutions monétaires, et on n'en prend pas suffisamment le chemin. Mais alors, j'entends vos arguments, j'entends aussi l'argument des industriels qui disent oui, mais alors, cette transition verte à marche forcée, ça a des coûts pour l'industrie, ça a des coûts d'approvisionnement, ça fait qu'on devient dépendant pour certaines matières premières d'autres parties du monde parce que les contraintes environnementales font que c'est maintenant ailleurs que ça se passe, et font que dans certaines situations, délocaliser finira par être la bonne stratégie par rapport au poids des contraintes et à la rapidité, la violence avec laquelle certaines obligations s'installent. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Mais il n'y a pas ceux qui ont totalement raison, ceux qui ont totalement tort. Bien sûr, regardez ce bras de fer qu'on a eu avec les politiques européens qui réagissent dans l'émotion après le Dieselgate et les industriels qui, partout, ont expliqué que qu'on n'avait pas pris la bonne direction, qu'on avait décidé trop vite, qu'on ne s'était pas posé les bonnes questions, que c'était une réponse industrielle et pas une réponse politique. Je ne sais pas, ça s'entend aussi. Mais on a trop tendance à opposer compétitivité et durabilité. En fait, les entreprises qui sont le plus engagées dans la durabilité sont aussi les plus compétitives. Il faut arrêter d'opposer les deux. Et d'ailleurs, la Commission européenne avait fait des études permettant d'évaluer ça et avait cette conclusion. Et aujourd'hui, revient en arrière. C'est pas du tout cohérent, c'est très contradictoire. Elle revient en arrière, mais l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 90% en 2040 comparé à 1990 va être réaffirmé mercredi. On y et la neutralité carbone 2050 va faire partie des choses qui seront réaffirmées par la Commission. Peut-être, mais on n'a pas les moyens d'y arriver. On n'y arrivera complètement pas. Complètement d'accord. On n'a aucun moyen d'y arriver. C'est-à-dire aujourd'hui, et je pense qu'on fait le lit des extrêmes en faisant ça, c'est-à-dire annoncer des objectifs qu'on sait aujourd'hui pertinemment qu'on ne va pas tenir. Je reviens sur mon image de colonne vertébrale. Je pense qu'aujourd'hui, on a une Union européenne. Regardez alors, je ne sais pas si on va reparler de l'histoire de la taxation qu'on a avalé, l'absence de taxation des géants de la tech qui a été acceptée au G7. On est la plus grande puissance commerciale du monde, mais on a aujourd'hui un processus qu'on dit démocratique à Bruxelles, qui en fait ne l'est pas, pour faire le lien avec la discussion précédente. Aujourd'hui, tout se passe dans ces fameux trilogues, qui sont des espèces de chambres quasiment secrètes entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, tout simplement parce que le processus démocratique actuel est considéré comme trop lourd. C'est dans l'obscurité la plus complète, et aujourd'hui rempli de gens qui ne sont pas là avec des objectifs stratégiques, mais qui sont là avec des objectifs purement politiques. Résultat, aujourd'hui, on a une Union européenne qui devrait être capable d'imposer, d'être, on va dire, the good guy, c'est-à-dire celui qui est capable d'imposer. Aujourd'hui, Trump nous impose une direction qui va dans le sens d'un régime plus autoritaire aux États-Unis. C'est pour ça que je suis très méfiant par rapport aux gens qui disent oui, mais il y aura les midterms. On verra si Trump ne va pas se relancer sur un troisième mandat, mais on verra ça. Aujourd'hui, l'Union européenne peine à imposer ses vues.
Et donc aujourd'hui, on aura tout perdu. On n'aura ni la compétitivité européenne, ce que tu disais Nicolas sur l'industrie, ni la capacité d'imposer aux autres. À un moment, il faut qu'on soit un tout petit peu plus carnivore dans ce monde et imposer aux autres, à la Chine. La Chine ne suit pas ses objectifs climatiques, ne suit pas ses objectifs de surcapacité. On bloque. On bloque, je veux dire. Mais on avait mis en place. On est les derniers à respecter comment on appelle ça là, l'Organisation mondiale du commerce. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de stratégie. Il reste de l'Organisation mondiale du commerce. Mais... On est les seuls à penser que ça reste encore. On va encore en réunion. C'est moribond, on est bien d'accord. Non, mais dans la mesure où le règlement des différends n'est plus opérationnel, l'OMC n'a plus de possibilité. C'est bien d'avoir des obligations, mais s'il y a donc pas de mon message simple, c'est qu'il nous faut de la stratégie. Il faut beaucoup plus de compétences. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense aujourd'hui, on a de la compétence technique. On n'a plus aucune compétence stratégique au niveau de la Commission européenne et je pense de la plupart des États membres. Regardez, moi je pense que c'est un faux problème. Moi je pense que le gros problème qu'a la Commission, c'est qu'ils veulent réglementer. Et comme si on passait, il suffit simplement d'abaisser le coût du capital quand c'est des investissements verts et d'augmenter le coût du capital quand c'est des investissements bruns. C'est tout. Il suffit que ça. Moi, le rôle aujourd'hui du politique, c'est la taxe carbone. C'est la taxe carbone, vous décrivez, c'est la taxe ou carbone. Alors de créer un crédit d'impôt comme l'avait fait ou un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt pour et puis on vous faites un décalage dans le coût, vous augmentez forcément les gains de productivité et vous abaissez le coût du capital pour les investissements verts et vous verrez que les investissements verts vont démarrer. Mais là où l'erreur a été, c'est que quand le politique se mêle, il dit vous devez faire un investissement vert, mais vous le faites de cette façon, comme ça, parce que vous devez faire un véhicule électrique qui soit à batterie de telle façon et de telle façon. Moi, je m'en moque. Ce que je veux, c'est que l'émission de CO2 de ma voiture soit plus faible qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Et donc, je vous donne juste un objectif. Voilà. Et si vous ne respectez pas, votre véhicule coûtera plus cher à la vente. Alors, pour donc, tenir vous les ne le vendrez pas. Mais moi, donc, voilà. Pour tenir les objectifs, Isabelle, ce que dit Christian, c'est cette histoire de 2030. Objectif de réduction de gaz à effet de serre, c'est à vous de jouer. Laissez faire les jardiniers ensuite. Vous leur donnez la terre, vous n'allez pas leur dire faites juste pénaliser l'investissement qui n'est pas dans le sens de c'est la fiscalité du carbone dont on parle. Il faut pénaliser l'investissement qui ne va pas au bon endroit. Et ça, notamment au niveau de la réglementation bancaire, ça devrait se traduire par un verdissement de la réglementation bancaire. C'est-à-dire que ces fameuses exigences de capital ou le ratio de levier, ça devrait verdir, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des exigences de fonds propres beaucoup plus importantes pour les investissements bruns. D'accord. Je suis pas certaine, en revanche, qu'il faille... pas les interdire. À l'inverse, il ne faut pas les interdire, parce que les interdire, ça viendrait... Il faut peut-être programmer l'interdiction. Voilà, il faut leur faire un coût supplémentaire qui incite les gens... Voilà, il faut un horizon. Il faut peut-être programmer l'interdiction, parce que si on ne le fait pas, en fait, on n'arrive pas à recomposer les bilans bancaires et les bilans des assureurs. Le problème aujourd'hui, c'est que les bilans des institutions financières sont quand même encore très, très chargés d'actifs carbonés, d'actifs exposés au dérèglement climatique, et ça crée un poids d'inertie énorme. Comme dit Christian Parizeau, probablement que le signal prix est plus efficace pour faire évoluer les comportements généraux que de mettre des dates butoirs avec des interdictions. Mais le signal prix, ça fonctionne pas toujours, et on le voit, les marchés de toute façon aujourd'hui sont incapables en fait de pricer le risque climatique. Donc en fait, il faut pas opposer ces solutions. Je pense que à certains endroits, on peut effectivement faire fonctionner des mécanismes de marché, mais là, pour les objectifs de transition, on a besoin de réglementation forte, d'un cadre de durabilité fort, et on le défait. Le signal prix, il fonctionne bien au niveau du consommateur. Regardez la fast fashion, vous mettez un prix beaucoup plus bas. Vous avez beau avoir des jeunes qui sont très écologistes, tout ça, mais dès que vous leur mettez un prix plus bas, ils achètent, même si c'est pas du tout écologiste. Alors je pense que les jeunes écologistes, à mon avis, ils n'utilisent pas beaucoup la fast fashion. Mais il y a un moment, on regarde les mais chiffres. cela étant, eh bien, on pourrait justement réglementer ce type de secteur. C'est ce qui nous fait réagir. Bon, écoutez, il faut réglementer ce type de secteur. On va avancer, on va voir ce qui va se passer. Donc, cette semaine, c'est un peu une semaine un peu critique pour les directions environnementales de l'Union européenne et de savoir comment les choses... Enfin, on voit bien d'ailleurs que les pays ne sont pas d'accord entre eux.